Il y a une mémoire sans souvenir, c'est-à-dire que maintenant, avec la neuroimagerie, on sait que lorsqu'un événement arrive pour un bébé ou pour nous, ou pour une personne âgée, lorsqu'un événement arrive, ça laisse une trace dans le cerveau, une trace que maintenant on sait photographier, c'est la neuroimagerie, et on n'a aucun souvenir de l'événement. Mais notre cerveau, lui, garde une trace de l'événement. Ce qui veut, on voit, on le photographie, le circuit des informations, une fois si c'est un choc émotionnel intense, plusieurs fois si c'est un choc émotionnel pas intense, et on voit se tracer un circuit cérébral qui fait que on a une trace dans notre mémoire, on a une trace dans notre cerveau, et que pourtant on n'a aucun souvenir. Alors c'est l'inconscient, ce qu'on appelle l'inconscient cognitif. Alors la première fois que j'ai employé l'expression d'inconscient cognitif dans un milieu de psychanalystes, j'ai provoqué 3 crises d'épilepsie et 2 tentatives d'assassinat. Mais maintenant, c'est parfaitement rentré dans nos mœurs. Il y a l'inconscient cognitif qui représente Yves Gide, qui est un grand nom de la neurologie, dit l'inconscient cognitif, c'est 99% des informations. On ne met en conscience, on ne met en souvenir moins de 1% de ce qui nous arrive. Actuellement, on est tous en train de lutter contre l'attraction terrestre. Notre corps dépense de l'énergie. On lutte, sinon on serait écrasé comme des crêpes par terre. On lutte, notre corps, notre cerveau perçoivent, traite l'information et nous, on n'en a aucune conscience. Et c'est le cas de 99% de toutes nos informations. N'arrivent en conscience, ne font souvenir que moins de 1% de toutes les informations. Et ce 1% est fondamental parce que ce 1% constitue notre mémoire de soi. Je suis celui qui a connu telle situation, je suis celle qui a connu tel traumatisme, triomphé de telle épreuve. Donc ce presque rien dans notre mémoire, ce presque rien nous constitue. Et c'est ce qui fait notre conscience, mais toute une autre part est organisée par notre préconscience, proto-conscience. Alors voilà, donc dans la mémoire préverbale, si un enfant est isolé précocement, au moment où son cerveau, les neurones de son cerveau synaptisent, c'est-à-dire envoient des connexions entre les neurones, 200 000 connexions par minute pendant les premières années. C'est-à-dire que, à ce stade de notre développement, nos bébés, ou nous quand on était bébé, ont circuité notre cerveau avec toutes les informations du milieu, on n'en a aucune mémoire. On n'a aucune mémoire de nos premières années, on n'a aucune mémoire des années où notre cerveau a été circuité par le milieu. Vous avez bien entendu. Et c'est le cerveau, quand j'étais étudiant en médecine et en psycho, on nous apprenait que le cerveau était dans sa boîte crânienne. Mon œil, il est dans sa boîte crânienne et pourtant il est en relation constante avec le milieu, si bien que notre cerveau est sculpté par notre existence. Si on a, au cours des interactions précoces, avant l'apparition de la parole, si on se développe dans une niche affective bien stable et bien sécurisée, donc notre cerveau va bien se circuiter, et les pays d'Europe du Nord qui ont fait leur réforme éducative et leur réforme politique en fonction des données, des théories de l'attachement et des expérimentations biologiques et neuro-imagées des théories de l'attachement, ont fait leur réforme en fonction de ça. Or, ensuite, on voit que lorsque les enfants ont été privés, isolés, et privés d'affection, touchés, parlés, grondés, grondés, ça fait partie de l'éducation, on voit qu'il y a une atrophie du cortex préfrontal et que le volume est diminué, et ça se voit au scanner de ville. Là, je parle de résonance magnétique, c'est-à-dire d'outils très pointus, de capteurs techniques très pointus, très coûteux, mais au scanner de ville, on le voit sans difficulté. S'il y a des médecins neurologues
dans la salle, l'atrophie bifrontale par carence affective, ça se voit dans la vie quotidienne. Parce que les neurones n'ont pas été stimulés par la vie quotidienne. Ces enfants sont isolés, abandonnés, isolés. On ne leur parle pas, on ne joue pas avec eux, on ne les gronde pas. Leurs neurones préfrontaux ne sont pas stimulés, ils paraissent atrophiés. Et une des fonctions du lobe préfrontal, c'est d'inhiber l'amygdale rhinencéphalique, c'est-à-dire une amande de neurones qui est ici, et qui est le socle neurologique des émotions intenses, insupportables. Ce qui revient à dire qu'un enfant isolé affectivement, au cours des premiers mois de sa vie, quelle que soit la cause de l'isolement affectif, violence parentale, négligence affective, abandon parental, précarité sociale, guerre, quelle que soit la cause de l'isolement, de l'abandon de l'enfant, il y a une altération cérébrale, atrophie des lobes préfrontaux, hyperréactivité de l'amygdale, qui fait que quand ces enfants arrivent à l'âge de l'adolescence, ils interprètent tout comme une agression. Qu'est-ce que tu as à me parler comme ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ben, je te regarde pour te dire bonjour. Pourquoi tu me parles comme ça? Tu me manques de respect. Ben, non, je ne te manque pas de respect. Quand on est humain, on se dit bonjour, on se parle comme ça. Ils interprètent tout comme une violence à laquelle ils répondent par la violence, parce que pour eux, toute information est une agression. Et toute information est une agression parce qu'ils ont été isolés précocement, affectivement, sensoriellement, et ils ont été isolés affectivement, sensoriellement, pour une raison familiale, violence, mort de la mère, mort du père, dépression, ou pour une décision sociale, politique, Ceausescu en Roumanie, précarité sociale en France, ou guerre, comme actuellement dans beaucoup de pays